Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Les trigger warnings de l'œuvre abordées dans cet épisode sont le meurtre en série, la violence contre les femmes, la séquestration, le cannibalisme évoqué, l'allusion à la torture, la pathologisation problématique des identités de genre et les problématiques d'identité. Je resterai sobre, on va parler de texte, de voix, d'éthique et d'effets. Il y a des thrillers qui réussissent un puzzle et d'autres qui réussissent une relation. Le silence des agneaux fait les deux, mais c'est la relation qui nous reste. Clarisse face à Hannibal Lecter, deux intelligences qui s'éprouvent à travers une conversation sous contrainte. Le roman de Thomas Harris est souvent rangé à côté du procédural moderne. Enquête, FBI, profilage, pièce à conviction, etc. Et il l'est rigoureusement. Pourtant, la sensation dominante, une fois refermée, n'est pas d'avoir suivi une procédure. C'est d'avoir traversé un rite d'initiation. On commence avec une stagiaire, on finit avec quelqu'un qui a appris à tenir sa propre voix, non pas parce qu'un génie lui a transmis un secret, mais parce qu'elle a gagné le droit de ne pas se laisser définir par les regards qui la traversent. C'est probablement là que le livre frappe encore au-delà de l'énigme Buffalo Bill ou l'éloquence du docteur Lecter. Il dit quelque chose de la formation d'une femme dans un univers d'hommes qui regarde, classe et évalue. Dès les premières pages, Clarisse prend l'ascenseur du Quantico, entouré de corps masculins plus massifs, de vestes qui indiquent le grade, de chaussures qui disent la carrière. La littérature d'Harris n'insiste pas en discours, elle décrit, avec ce réalisme sensoriel qu'on lui connaît. Comment un milieu se matérialise en détail, odeur de cuir, lumière des néons, couloirs qui amplifient les voix des instructeurs. La place de Clarisse est en négociation permanente, et c'est dans cet état d'équilibre dont on peut toujours tomber qu'elle va devoir parler à Lecter. Le roman tient par ses voix. Harris choisit une troisième personne proche qui épouse successivement Clarisse, Crawford, Lecter, le tueur et quelques seconds rôles. Chaque focalisation a son grain, son lexique technique, son rythme intérieur. Le regard posé sur Clarisse est précis, empathique, jamais condescendant. On suit son effort de mémoire, ses stratégies de politesse, ses fiertés minuscules quand un geste juste lui est reconnu. Le regard posé sur Jack Crawford est celui d'un professionnel en bout de corde, partagé entre une loyauté envers sa stagiaire et une instrumentalisation nécessaire. Le regard posé sur Lecter est un exercice d'équilibre, fascination, curiosité, prudence, jamais d'adoration. C'est un point qu'il faut marteler à l'heure des cultes pop autour du personnage. Le texte ne nous demande pas d'aimer Lecter, il nous demande d'écouter comment il parle, pourquoi sa parole mord et quel effet est-ce qu'elle produit. La première rencontre en prison est un modèle de scène relationnelle. Il y a la marche de Clarisse dans le couloir des cellules, découpée comme une descente rituelle. Il y a Miggs et son obscénité que Lecter réprimande à distance. Il y a le docteur Chilton, gardien vaniteux, qui voudrait se faire exister à travers Clarisse. Harris orchestre ce théâtre pour que quelque chose de simple apparaisse. La parole de Clarisse est la seule qui n'essaye pas de dominer. Elle vient pour une coopération encadrée. Elle offre un questionnaire, elle tente la neutralité professionnelle. La réponse de Lecter, elle, joue immédiatement sur l'intime. Parfum, chaussures, origine sociale supposée, pour déplacer le terrain. Chacun pose ses armes. Le roman, dès lors, ne cessera de négocier cette frontière. Jusqu'où Clarisse acceptera-t-elle que sa vie devienne l'enjeu d'un échange d'informations? Et jusqu'où le tueur peut-il nous apprendre quelque chose sur nous sans nous prendre plus qu'il nous rend? Le quiproquo est célèbre pour une raison. Il fait tenir l'enquête sur un contrat de récit. Lecter ne donne pas un indice gratuitement. Il exige un fragment d'histoire personnelle. Clarisse offre les moutons. Ce souvenir, récit d'une enfant débordée par un bruit de bête promise à l'abattoir, propulse le titre au rang de métaphore principale. Ce que le roman raconte, ce n'est pas seulement une chasse.
c'est la quête d'un silence. Faire taire ce cri ancien, trouver une action juste, sauver Catherine Martin, qui répare par substitution la scène où l'enfant n'avait pas de pouvoir. L'axe éthique du livre est là, pas dans la morale du monstre et puni, mais dans le travail par lequel une femme tente d'aligner compétence, courage et réparation. On dit souvent que Harris a inventé le thriller médico-légal contemporain par son usage des disciplines. Entomologie, pathologie, criminologie, psychologie. C'est vrai techniquement, mais ce serait réducteur de n'y voir qu'une prouesse documentaire. Chaque savoir convoqué a une fonction narrative et symbolique. L'insecte glissé dans la gorge des victimes, chrysalide d'un sphinx au crâne de tête de mort, n'est pas un gadget gothique, c'est la version tragique d'une métaphore. Buffalo Bill voudrait devenir autre. Il tente de coudre un corps qui lui donne accès à une forme de désir, de beauté et de liberté. Le roman ne cautionne pas, il n'excuse pas, il situe. Il place au cœur de l'enquête un symbole qui ne cesse de retourner. Clarisse aussi est en métamorphose. L'étudiante en agente, Lecter aussi vit dans une métaphore permanente. Il se raconte, se travestit, échappe, réapparaît. Catherine aussi, victime vive, invente une métaphore de survie dans le puits où elle est tombée. Tout change, mais pas de la même manière, pas pour les mêmes raisons et pas avec les mêmes coups. L'un des points les plus discutés à juste titre est la présentation de Buffalo Bill. Harris prend soin d'écrire, par la bouche de Lecter notamment, que le tueur n'est pas transsexuel, que les personnes trans ne sont pas violentes, qu'aucune clinique sérieuse n'aurait validé sa demande. Cette phrase a souvent été brandie comme une preuve d'innocuité. Elle ne suffit pas. Le roman, en dépit de cette mise au point, s'appuie sur des codes visuels et narratifs qui lient transformation de genre, travesticisme et violences extrêmes. Il existe dans le texte une confusion insistante entre l'appropriation d'un costume de femme et un projet meurtrier. Le livre ne peut pas être tenu pour seul responsable de l'imaginaire d'une époque, mais une lecture contemporaine a le devoir de nommer ce problème. Nombre de lecteurs trans ou non-binaires ont reçu cette association comme une blessure durable. On peut reconnaître la force dramatique du roman tout en constatant qu'il participe d'un faisceau de représentations dangereuses. L'intérêt de l'analyse n'est pas d'annuler l'œuvre, mais d'épaissir notre regard. Ce qui marchait comme choc symbolique en 1888 se lit autrement en 2025. Revenons aux forces du texte, parce qu'elles expliquent sa persistance. D'abord, la matière. Harris sait écrire les lieux. Bureau d'enquête, morgue, atelier, maison aux caves inachevées, entrepôt de self-stockage. Chaque espace a sa fonction dramatique. Le garde-meuble, où Clarisse découvre une tête conservée dans un bocal, n'est pas un simple décor macabre. C'est une chambre d'archives tordue, l'endroit où le passé mal rangé remonte en morceaux. Le puits de la maison de Buffalo Bill n'est pas une attraction horrifique, c'est un outil de déshumanisation, une architecture conçue pour que la voix monte sans conséquence. La cuisine, où Clarisse respire et repère l'odeur de chat, la salle de bain, où la peau sert de patron, la pièce aveugle qui force les lampes torches à créer un tunnel de réalité, tout cela fabrique une topographie de la prédation. Ensuite, la temporalité. Le roman garde la forme d'une course contre la montre. Catherine, encore vivante, le délai de fabrication d'un costume, les fenêtres procédurales du FBI, mais ce tempo haletant est traversé de temps intérieurs. Souvenirs d'enfance, deuil, lettres de lecteur, attente prolongée dans les couloirs, nuit à lire des dossiers. Cette alternance produit une perception très juste de la violence institutionnelle. Les crises spectaculaires existent, mais l'essentiel de l'horreur se joue dans la continuité d'un monde qui t'use pendant que tu fais ce qu'il faut. Lecteur maintenant, il est tentant de le réduire à son charisme. Ce serait se priver de l'essentiel. Harris l'écrit comme une intelligence du cadre. Lecteur sait où il est, ce qu'il peut dire, ce que ses mots feront dans la pièce d'à côté. Il choisit le timing de ses révélations. Il calibre l'ambiguïté pour que Clarisse se voie dans ses phrases et en tire paradoxalement un bénéfice. C'est son côté thérapeute ironique. Il voit Clarisse, il lui dit qu'elle a souffert, qu'elle a faim de justice, qu'elle a un code, et cette reconnaissance la renforce, même si elle coûte. Le livre, là encore, ne dort pas la pilule. Lecteur est un criminel qui tue et consomme. Il est aussi un lecteur des autres. Un lecteur à qui il ne faut pas céder le droit de nommer au-delà de ce que l'on accepte. Sa lettre finale à Clarisse, où il promet de ne jamais la chercher, est un vrai moment de littérature. Adieu courtois,
reconnaissance d'une limite, dernier cadeau vénéneux. Il ne la sauve pas, il ne la pièce pas non plus. Il la laisse vivre, ce qui venant de lui est presque une forme d'amour. On peut juger la morale de ce geste. On peut aussi y voir la cohérence d'un personnage qui, au fond, ne supporte pas le vulgaire, y compris dans le mal. Au centre, il y a Clarisse. Si on retire le mythe que le film a amplifié, on retrouve dans le roman une figure de travail. Clarisse n'est pas un génie fulgurant, elle est attentive. Elle lit correctement les signes que d'autres survolent, elle a la curiosité des disciplines, l'entomologie par exemple, lui devient familière sans effet d'étalage. Elle sait parler à des spécialistes sans les flatter ni s'écraser. Elle se trompe, elle corrige, elle paye ses erreurs, elle apprend des humiliations techniques, une porte forcée n'ouvre pas toujours sur un indice, une photo mal cadrée détériore une piste. Son courage n'est pas un coup d'éclat, c'est une persévérance. La scène finale n'est pas héroïque parce que la balle vient du destin. Elle l'est parce qu'elle résulte d'un empilement de choix faits au bon moment. Aller frapper à cette maison, écouter ce mot, remarquer ce papillon posé sur la bobine de fil et comprendre qu'elle est déjà chez l'homme qu'elle recherche. Le roman lui rend justice en refusant la grandiloquence. Même le choc du noir total lors de l'extinction des Lumières est écrit comme une expérience sensorielle gérée seconde par seconde. Souffle retenu, geste appris. Un autre fil important traverse le texte, pas toujours commenté. La classe. Clarisse vient d'un milieu pauvre, d'une enfance où l'argent manque, où l'on travaille vite et tôt. Sa diction, son accoutrement, sa prudence sociale portent cette mémoire. Catherine Martin n'est pas seulement victime, elle est la fille d'une sénatrice. Et cela change tout. Moyens, attention médiatique, pression sur l'enquête. Buffalo Bill cible des femmes qui ne comptent pas politiquement. Des corps que la société dévalorise en silence. Facture de la misogynie, de la grossophobie, de la précarité. Le roman ne s'y complaît pas. Il constate, il montre comment l'empathie affichée des institutions est inégalement répartie et comment un système apprend, malgré lui, à tirer la douleur selon la capacité de la famille à faire du bruit. Clarisse, fille du silence, essaye de déjouer cette règle en sauvant une femme que le monde, pour une fois, ne peut pas ignorer. La violence est traitée chez Harris avec une exactitude étrange. Les scènes de corps sont écrites en termes cliniques. Position, couleur, indices, mais l'ellipse fait l'essentiel du travail. Le fameux « It rubs the lotion » existe, mais ce qui nous reste, ce ne sont pas des détails anatomiques. C'est la logique de la dégradation, le ton, le dispositif, l'idée qu'une personne est réduite à un projet. La morgue, les autopsies, les manipulations d'indices ne cèdent pas à la jouissance du gore. Elles s'appuient sur un vocabulaire de travail, une pudeur réelle entre professionnels. On sort troublé, non pas parce qu'on a vu l'irreprésentable, mais parce qu'on a suivi la chaîne qui le rend pensable chez quelqu'un et invisible pour d'autres. Il faut parler brièvement des adaptations, parce qu'elles modèlent notre souvenir. Le film de Jonathan Demme a mis au centre la subjectivité de Clarisse. Champs, contre-champs frontaux, visages proches, une caméra qui dirige le regard du spectateur vers ce que les hommes regardent et vers ce que Clarisse ressent d'être regardée. Jodie Foster et Anthony Hopkins ont donné une musique à la relation que le roman installe par la syntaxe. Le film ajoute aussi, à sa manière, la question trans, réplique explicite rappelant que transsexuals are not violent, présence d'éléments de travestissement traités dans l'espace de la performance. Cela n'efface pas les problèmes de fond, mais propose une variation où le gaze de Clarisse devient une critique de l'appareil policier lui-même. Le roman, lui, tient davantage à son maillage de savoir, à son rythme d'apprentissage, à sa littéralité des lieux. Les deux se répondent, aucun ne remplace l'autre. Reste la question de la morale. Le silence des agneaux ne propose pas de catharsis simple qu'on collerait volontiers au genre. Le tueur est neutralisé, oui. Catherine est vivante, oui, mais la lettre de lecteur plane. Crawford retourne à sa lourde fatigue, Clarisse promue et saluée sans être absolue. Ce qui a été gagné n'est pas l'éradication du mal, c'est un degré de tenue supplémentaire chez une personne que le texte a pris au sérieux. Les agneaux se sont-ils tus ? La phrase finale ne s'aventure pas à nous bercer. La littérature n'a pas à donner des garanties, elle a à nommer ce que coûte une victoire qui n'apporte pas l'oubli. On pourrait consacrer un épisode entier à la langue d'Harris. Elle est plus simple qu'on ne le croit quand on l'associe au glam de lecteur.
C'est une prose d'ingénieur et de clinicien, sensible au poids des objets, à la friction des procédures, à l'effort dans le corps. C'est ce qui permet à la métaphore, les agneaux, la chrysalide, le puits, de tenir sans envahir. La phrase avance comme l'enquête, exacte, puis accélérée, puis retenue. Quand le lecteur parle, le registre se rehausse. Quand Clarisse agit, il se déflambe. Quand Buffalo Bill prépare, il devient fonctionnel. Ce calibrage donne au roman une densité que les citations ne restituent pas. On comprend pourquoi tant de lecteurs voient les scènes. La grammaire est littéralement visuelle. Et enfin, quel est l'impact de ce livre en 2025 ? Il nous oblige à un double mouvement. D'abord, reconnaître la puissance d'une intrigue conduite par une héroïne qui n'est ni cynique ni invulnérable. Une héroïne qui négocie avec un homme dangereux sans perdre son centre. Ensuite, assumer que l'œuvre fait partie d'un corpus qui associe des décennies durant la différence de genre à la déviance et au meurtre. Tenir ces deux vérités n'est pas confortable, c'est nécessaire. On peut aimer Clarisse, admirer l'architecture du roman et dire en même temps « sur ce point, ce livre blesse ». L'analyse n'est pas une procédure de canonisation, c'est une manière d'habiter nos bibliothèques avec lucidité. On pourrait avoir envie de conclure avec Lecteur, parce qu'il brille. Je préfère finir avec Catherine Martin. Le roman lui rend sa force. Insultes lancées en bas du puits, calcul silencieux, tentative de recruter la chienne du tueur comme monnaie d'échange. Elle n'est pas un corps à sauver, elle est une personne qui se bat pendant qu'on la recherche. C'est l'un des choix les plus justes du livre. Donner à la victime vivante du temps à l'écran de la page, faire entendre sa pensée, montrer qu'une survie se construit aussi de l'intérieur. Quand Clarisse vient, ce n'est pas une princesse délivrant une endormie, c'est une professionnelle qui reconnaît une personne tenace. Voilà pourquoi le silence des agneaux tient, parce que sous les couches de citation, il y a une histoire d'attention. Attention portée aux signes, aux lieux, au corps, aux mots, aux hiérarchies invisibles, aux blessures qui font du bruit longtemps. Parce qu'il y a au centre une conversation qui ne cesse de rejouer le contrat de toute littérature. Dis-moi quelque chose de vrai sur toi et je t'aiderai à lire le monde. Parce qu'il y a derrière le masque de l'ogre savant la silhouette d'une femme qui devient ce qu'elle a décidé d'être. Non pas par magie, mais par travail, mémoire et courage. Et parce que les moutons, au moins pour cette nuit-là, semblent un petit peu plus loin. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode consacré au Silence des agneaux de Thomas Harris. J'espère que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à me partager ton avis dans les commentaires et n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram à 50 nuances d'horreur si tu souhaites prolonger le débat avec moi. Je te dis à très vite pour une prochaine histoire qui fait peur. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.